Nous n'acceptons pas ce petit-fils, a déclaré mon père après avoir manqué le premier anniversaire de Steven. Je lui ai répondu, alors, ne me demande jamais plus d'argent, d'aide avec les factures ou quoi que ce soit d'autre. J'ai donc coupé le chauffage, récupéré le camion et gelé tout l'argent qu'ils avaient. J'avais l'habitude d'être le genre de personne qui se taisait et qui donnait toujours de l'argent quand mes parents le demandaient. S'ils disaient des choses désobligeantes, je faisais l'impasse. S'ils manquaient de respect à Nancy, ma femme, je les défendais avec des excuses du genre « ils ne le pensent pas vraiment » ou « c'est leur façon d'être ». Chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent liquide pour des choses comme le loyer, la réparation de la voiture ou des problèmes inventés, je les leur donnais sans poser de questions. J'avais agi de la sorte pendant longtemps. C'était comme quelque chose que je devais faire, bien que je ne puisse pas expliquer pourquoi. Une version déformée de la loyauté, façonnée par des années de culpabilité et de contrôle émotionnel. En grandissant, la façon dont mon père m'élevait consistait à me faire honte jusqu'à ce que je cède. Il appelait ça m'apprendre à devenir un homme. Ma mère n'était pas mieux, elle restait simplement silencieuse pendant que cela se produisait. Après avoir épousé Nancy, son mépris est devenu encore plus désagréable. Il ne cachait pas la manière dont il la dépréciait. Elle ne venait pas d'un milieu aisé, n'était pas allée à l'université, travaillait dans un magasin et, en quelque sorte, cela la rendait moins digne à leurs yeux. J'ai passé des années à essayer de réconcilier les choses entre eux. J'emmenais Nancy au repas de famille, bien que je sache qu'elle repartirait en se sentant brisée. J'ignorais les remarques désobligeantes faites dans son dos, même celles prononcées accidentellement devant elle. Je me disais que j'essayais simplement de maintenir la paix. Mais honnêtement, j'avais juste peur de parler. Nancy ne m'a jamais demandé de choisir entre elle et eux, mais je voyais dans son regard après chaque visite qu'elle se demandait si elle allait épouser un véritable homme ou un grand enfant qui avait toujours besoin de l'approbation de ses parents. Tout a changé lorsque notre fils, Steven, est né. Cette nuit-là, à l'hôpital, en le tenant dans mes bras, j'ai eu la sensation que quelque chose s'alignait enfin. C'était comme si tout devenait soudainement clair, il était la seule personne à qui je ne pouvais pas faire faux bond, pas comme mes parents l'avaient fait et pas comme j'avais déçu Nancy. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à effectuer des changements. J'ai cessé de répondre au téléphone si je ne voulais pas parler. J'ai arrêté d'envoyer de l'argent chaque fois qu'ils laissaient entendre qu'ils avaient besoin de quelque chose. J'ai commencé à placer Nancy et Steven avant quiconque, non pas par colère, mais parce que c'était juste. Puis est venu le premier anniversaire de Steven. Nous avons gardé ça simple, un barbecue dans le jardin, quelques voisins, la maman et le papa de Nancy et quelques amis proches. J'ai invité mes parents plus par habitude qu'autre chose. Je ne croyais pas qu'ils viendraient. Quelques jours plus tard, mon père a appelé. Il n'a pas perdu de temps. Il a dit qu'il ne viendrait pas. Il a été honnête, nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'acceptons pas ce petit-fils. C'était tout. Pas de sentiment, pas d'explication. Je n'ai pas discuté, je n'ai rien demandé. J'ai seulement dit, d'accord, mais ne me demande plus d'aide, ni d'argent, ni de compte, ni de problème. Il a fait une pause, puis a ri comme si tout cela était une blague, comme si j'allais revenir en rampant la prochaine fois qu'ils utiliseraient la culpabilité. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà pris ma décision. Et 2 jours plus tard, j'ai veillé à ce que cette décision leur parvienne sous la forme d'un cadeau enveloppé. La vérité, c'est qu'ils n'étaient pas seulement en train de manquer un anniversaire. Ils étaient sur le point de perdre bien plus qu'un gâteau et des décorations. L'enveloppe que j'ai laissée n'était pas épaisse, mais ce qu'elle contenait avait de l'importance. Il y avait une lettre, pas en colère, pas dramatique, juste claire et définitive. J'y ai inscrit tout ce qu'ils m'avaient pris au fil des ans, chaque dollar que j'avais envoyé, chaque prêt que je n'avais jamais demandé de retour, chaque fois que je m'étais tu pendant qu'ils me dénigraient. À la fin, le total s'élevait à 95 000 $. Voilà ce que tout cela représentait. J'ai également inclus un tableau organisé par date avec des couleurs et des détails des relevés bancaires. C'était un rapport complet des années où j'avais été leur bouclier financier, clairement exposé sur papier. Je ne demandais rien en retour. Ce n'était pas le but. Je voulais juste qu'ils comprennent le coût, non seulement en termes d'argent, mais aussi ce que cela m'avait coûté de rester silencieux toutes ces années. Mais cela n'a même pas été la plus grande surprise. Quelques semaines avant cet anniversaire, j'ai enfin fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je me suis légalement séparé d'eux. J'ai retiré leur nom de tous mes formulaires de contact d'urgence.
J'ai récupéré des droits légaux dont ils ne se rendaient même pas compte qu'ils avaient encore. J'ai mis à jour le testament qui les incluait autrefois avec bienveillance et j'ai changé la propriété de notre maison pour qu'elle n'appartienne qu'à Nancy. J'ai également changé la personne désignée pour recevoir mon assurance vie. Chaque lien financier ou légal qui nous connectait a été complètement coupé, mais j'avais une dernière chose planifiée. Dans l'enveloppe, j'ai glissé une note supplémentaire. J'avais engagé un avocat, pas un grand maître, juste un avocat local spécialisé en affaires familiales et dans les petits litiges, pour leur envoyer une lettre d'avertissement légal. À partir de ce moment, il n'était plus autorisé à me parler, ni à Nancy, ni à notre fils Steven, ni appel direct, ni message via des amis ou d'autres membres de la famille. C'était la fin. Je pensais que je n'allais rien entendre pendant un certain temps, peut-être quelques messages vocaux en colère. Mais 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma sœur. Je n'avais vraiment pas gardé le contact avec elle. Elle était toujours entrée et sortie de nos vies comme si elle ne pouvait pas décider si elle voulait être proche ou non. J'ai répondu à l'appel en pensant qu'elle allait me crier dessus, mais à la place, elle a dit « Je viens de recevoir la même lettre. » Il s'est avéré que je n'étais pas le seul à qui ils avaient soutiré de l'argent. Pendant que je versais mon argent dans leurs besoins sans fin, ils avaient secrètement fait la même chose avec elle. Ils avaient utilisé sa voiture, épuisé sa carte de crédit et même réussi à la faire signer pour un prêt dont elle n'avait jamais vu l'argent. Elle avait l'air épuisée, comme quelqu'un qui venait enfin de réaliser qu'elle avait coulé pendant des années sans savoir qu'elle était sous l'eau. Puis elle m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. J'ai parlé à maman hier. Elle était en larmes. Elle ne comprend pas pourquoi tu fais ça. Elle pense que tu exagères. Je n'ai rien dit. Elle ne comprend vraiment pas, Samuel, a-t-elle dit. Elle croit vraiment qu'elle n'a rien fait de mal. Cela ne m'a pas surpris. Ce qui m'a pris par surprise, c'est ce qu'elle a dit ensuite. Elle m'a dit qu'elle aussi, elle allait couper les ponts. Elle a dit que ta lettre lui avait ouvert les yeux. Elle et son fiancé ont décidé de mettre fin à leur relation pour toujours et vont déménager très loin dans un mois. Je te remercie. Elle a dit que peut-être ça l'avait aidé à échapper à un futur qui ressemblait au tien. Ensuite, elle m'a demandé si elle pouvait voir Steven avant de partir. Elle a dit qu'elle voulait passer du vrai temps avec son neveu cette fois, sans drame. Et là, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas prévu. Je ne fermais pas seulement une porte, j'en ouvrais une nouvelle. 2 semaines après l'anniversaire de Steven, mon père a finalement répondu, non pas par un appel téléphonique, ni par des excuses. Il a envoyé un email plein de colère. En objet, il a mis « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» 5 mots amers d'un homme qui avait toujours prétendu être intouchable. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai fermé. C'était le premier et le dernier message auquel j'ai prêté attention. Je n'ai pas répondu, car cet email n'était pas vraiment destiné à moi. C'était une tentative de maintenir le contrôle, il voulait que je le poursuive, que je rompe le silence, que j'explique mes actions. Mais parfois, le silence en dit plus que les mots, surtout quand il n'y a plus rien à discuter. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à se désintégrer. J'ai commencé à recevoir des appels de parents avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. L'oncle Patrick, celui qui m'avait un jour demandé de l'argent liquide pour résoudre un problème après avoir perdu de l'argent en jouant, m'a laissé un message vocal. Il a dit que je devrais arranger les choses avec mes parents avant que cela ne s'aggrave. Ensuite, ma cousine Rebecca a envoyé un message à Nancy sur Facebook, lui demandant si elle pouvait l'aider à changer mon avis. Ils ne cessaient d'apparaître, l'un après l'autre, tous répétant la même phrase, « Ce sont tes parents, tu n'en as qu'un seul ensemble. » Je n'ai répondu à personne, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais finalement compris ce qu'il se passait. Ils tiraient sur les dernières cordes qu'il leur restait. Mais ces cordes étaient usées, fragiles et soutenues par des personnes qui ne connaissaient même pas toute l'histoire. Ce qui a franchi la limite, c'est quand ma mère a envoyé un message directement à Nancy. C'était long, c'était cruel. Elle affirmait que Nancy avait déformé ma façon de penser. Elle a dit que Nancy m'avait transformé en quelqu'un d'irrécognizable. Elle a ajouté que Steven ne faisait pas vraiment partie de la famille et que cela ne changerait jamais. Elle a qualifié nos choix d'égoïstes et a conclu son message par une phrase que je me rappelle encore clairement, « Nous t'avons fait et nous pouvons te défaire. » À ce moment-là, j'ai su que ce n'était plus simplement un conflit familial, c'était une véritable bataille et je n'allais pas me battre avec rage, mais avec intelligence. D'abord, j'ai contacté mon avocat.
Je lui ai demandé d'ajouter ce message à notre dossier pour harcèlement. Nous avons commencé à prendre des mesures pour demander une ordonnance de protection légale. Je ne voulais pas l'utiliser à moins que cela ne soit absolument nécessaire, mais je voulais être préparé. Ensuite, je me suis attaqué aux choses qu'ils avaient supposées que je n'oserais jamais toucher au fil des années. J'avais silencieusement couvert leurs dépenses tout en restant conscient de la véritable autorité qui m'appartenait. Le compte de l'électricité était à mon nom, alors je l'ai coupé. Le service de chauffage a été annulé. Leur service de téléphonie mobile était toujours connecté à un plan familial que je payais depuis l'université. Je l'ai résilié sans préavis. Pour leur vieux SUV, le prêt était encore à mon nom. J'ai contacté le prêteur et expliqué qu'il était utilisé sans mon consentement. Le véhicule a été récupéré en quelques jours. Puis, je suis retourné et j'ai examiné les anciens documents. En 2019, mon père avait demandé un prêt personnel en utilisant mes informations. Il avait prétendu que c'était pour gérer une affaire familiale urgente. À ce moment-là, j'étais trop épuisé pour me battre contre cela. Il avait falsifié ma signature, avait manqué des paiements à plusieurs reprises, et quand j'ai enfin découvert cela, j'ai remboursé la dette moi-même pour préserver ma cote de crédit. Cependant, j'ai conservé tous les formulaires et les reçus. Récemment, j'ai déposé un rapport officiel de vol d'identité auprès de l'institution financière et demandé une révision interne. En 2 jours, tous leurs comptes bancaires ont été bloqués. Chaque centime était inaccessible pendant que l'équipe d'enquête sur la fraude examinait chaque transaction liée. C'est ma sœur qui m'a informé de la situation. Elle a envoyé un texto, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ils sont en panique totale. Je n'ai pas répondu tout de suite. Plus tard, j'ai envoyé un message court, j'ai cessé de leur cacher la vérité. Apparemment, ils étaient convaincus que je ne franchirais jamais cette ligne, que quoi qu'il arrive, je serais toujours là pour les sauver. Ils pensaient que je continuerais à les secourir, à encaisser leur cruauté et à prétendre que nous étions une famille normale et aimante. Ils ne s'attendaient pas à ce que je brise cette illusion. Maintenant, ils étaient assis dans leur maison usée, sans chauffage, sans téléphone, sans voiture et sans accès à aucun fonds. Ma mère a tenté de m'appeler en utilisant le téléphone d'un voisin. Elle a laissé un message vocal en pleurant, suppliant de savoir comment je pouvais faire cela à ceux qui m'avaient élevé. Elle a dit qu'ils étaient effrayés, congelés, et qu'ils ne pouvaient même pas se permettre d'acheter de la nourriture. Mais je ne ressentais aucune honte. Je me sentais conscient, comme si je m'étais enfin éveillé d'un rêve qui avait duré depuis mon enfance. Ce jour-là, Nancy et moi avons emmené Steven visiter l'aquarium. Ils ont acheté des glaces. Nous avons ri ensemble. C'était la première fois depuis des années que je me sentais comme un véritable père plutôt que comme un fils constamment déchiré entre deux mondes. Cette nuit-là, alors que nous étions assis à table, Nancy a levé les yeux et a demandé, « Tu ne penses pas qu'ils vont se relever de ça, n'est-ce pas ?» J'ai lentement secoué la tête, car je savais déjà qu'ils étaient partis depuis longtemps. Tout ce que j'avais fait, c'était arrêter de faire semblant que cela valait la peine de m'accrocher à eux. Quand j'ai mis fin à ma relation avec mes parents, je m'attendais à ce qu'ils disparaissent silencieusement, peut-être quelques messages émotionnels et chargés de culpabilité. Peut-être quelques rumeurs disséminées dans mon dos, mais j'ai complètement sous-estimé l'ampleur de leurs dommages et je n'étais pas préparé à ce qui se passerait une fois que tous les autres commenceraient à voir la vérité. Cela a commencé avec Brandon, mon cousin. Nous n'avions pas parlé depuis longtemps, mais après que ma sœur lui ait raconté ce qui s'était passé et comment je les avais coupés, comment j'avais bloqué leur financement et signalé le prêt frauduleux, il m'a contacté sans tarder. Son message d'ouverture était simple, j'attendais ça. Ensuite, il a partagé des captures d'écran de textos de mes parents datant de plusieurs années. Il s'est avéré que mon père avait une fois assuré à la mère de Brandon qu'il l'aiderait à refinancer son hypothèque après qu'elle ait été licenciée, mais au lieu de ça, il l'avait convaincu dire une partie de la propriété de sa maison comme garantie pour le prêt. Le contrat était juridiquement contraignant, mais l'aide n'est jamais venue. Ils n'ont jamais effectué un seul paiement. Quand elle a relancé, ils lui ont dit que la situation était devenue trop compliquée pour être réglée. Elle a finalement cessé d'essayer. Il était clair que je n'étais pas le seul qu'ils avaient exploité. Après Brandon, c'était Angela, une autre cousine. Elle a appelé soudainement et a demandé, « Est-ce vrai que tu as rompu les liens avec eux ?» Je l'ai confirmé. Elle a laissé échapper un rire amer. « Il était temps que quelqu'un ait du courage », a-t-elle dit. Ensuite, elle a partagé que, longtemps auparavant,
mon père l'avait convaincu de céder 12 000 $ d'un petit héritage qu'elle avait reçu après le décès de son père. Il lui avait dit qu'il investirait l'argent pour l'aider à planifier son avenir. Puis, il avait disparu. Quand elle en a reparlé plus tard, ma mère l'a accusé d'être égoïste et lui a dit qu'elle trahissait la famille. Elle n'a jamais récupéré son argent. Et ce n'était pas fini. Il s'avère que mes parents avaient silencieusement nui à une longue liste de personnes, si lentement et subtilement que personne n'avait rassemblé les pièces du puzzle. Mais une fois que j'ai fait mon mouvement, c'était comme si une lumière s'était allumée. Tout le monde a commencé à réaliser que ces deux individus avaient profité de chacun d'une manière légèrement différente. Même des gens en dehors de notre cercle familial ont commencé à me contacter. Un homme nommé Harold m'a écrit par email. Il a dit qu'il avait assisté à la même église que mes parents en 2017. Mon père lui avait demandé 3 800 $, disant qu'ils allaient perdre leur maison. Harold lui avait donné l'argent en espèces. Mon père lui avait promis qu'il le rembourserait dans 3 mois. Cela ne s'est jamais produit. Au lieu de cela, mon père a cessé de fréquenter l'église et a commencé à répandre des histoires selon lesquelles Harold était mentalement instable et le perturbait, mais ce qui est arrivé ensuite a frappé encore plus fort. La mère de Brandon, ma tante, m'a appelé. Elle parlait calmement, mais il y avait un tremblement dans sa voix, comme si la vérité était restée bloquée en elle pendant longtemps. Elle a déclaré, « Ta mère a volé de l'argent à grand-mère. » Au moment du décès de ma grand-mère, j'étais encore à l'université. Je n'ai pas participé au processus d'héritage et j'ai simplement pensé que tout était pour mes parents. Mais ce n'était pas le cas. Grand-mère avait gardé des bijoux anciens précieux, des obligations de remboursement et une collection de pièces rares dans un coffre-fort. Elle avait laissé une note écrite à la main disant que cela devait être partagé entre ses enfants. Mes parents n'ont jamais dit quoi que ce soit. Ils ont vidé le coffre peu après son décès, vendu les objets en secret et ont dit à tout le monde que grand-mère n'avait rien laissé. À ce moment-là, le changement a commencé. La mère de Brandon a engagé un avocat. Angela a déposé une plainte civile. Un autre membre de la famille, une personne dont je me souvenais à peine des réunions passées, a signalé ma mère pour exploitation financière d'une personne âgée. L'affaire a été rouverte. Mon avocat m'a informé que mes parents étaient officiellement sous examen, encore sans charge criminelle, mais à cause de tout cela, la banque avait gelé tous les comptes partagés jusqu'à ce que la révision soit terminée. Puis, la nouvelle est parvenue à leur église. Mes parents n'étaient pas que des participants. Ma mère était actrice dans l'organisation d'événements, la collecte de dons et la gestion de programmes caritatifs. Elle était considérée comme un leader dans la communauté. Mais quelqu'un de l'église a examiné les dossiers et a découvert des fonds manquants, des reçus qui ne correspondaient pas au dépôt, et un nombre suspect d'erreurs, tous liés à elle. On lui a demandé de démissionner en silence. Peu après, son propriétaire a pris contact avec moi. Il m'a dit que mes parents m'avaient inclus comme co-signataire financier sans me demander lorsque leur contrat de location a été renouvelé. Je lui ai envoyé par courrier une déclaration notariée niant toute connexion et y ai joint des preuves de fraude. À cause de cela, leur bail a été réévalué et le loyer mensuel a augmenté. Ils n'ont pas pu payer ce coût plus élevé. Plus tard dans cette même semaine, un voisin m'a informé que mes parents organisaient une vente de garage, non pas pour générer des revenus supplémentaires, mais pour avancer. Ils ont vendu l'équipement de mon père, les bijoux de ma mère, des meubles anciens, même leur téléviseur. Les gens qui les avaient autrefois admirés se tenaient maintenant silencieusement devant leurs fenêtres, se demandant comment le couple parfait avec un enfant réussi avait fini ainsi. Mais ils n'étaient pas seulement tombés, ils avaient été anéantis par celles et ceux qu'ils avaient manipulés, trompés et utilisés. C'était comme voir un bâtiment s'effondrer lentement, chaque brique affaiblie par des années de mensonges, et maintenant nous étions tous en train d'abattre ce qu'il en restait. Je n'étais plus seul et ils non plus. Mais cette fois, ceux qui les entouraient ne proposaient aucune aide, ils voulaient de l'espace et peut-être la vérité qui ne serait jamais arrivée. Finalement, tout s'est arrêté. Plus d'appels, plus de courriels, plus de mises à jour par l'intermédiaire de parents éloignés, plus de fausses préoccupations masquées par la culpabilité, juste du silence. Je n'avais pas réalisé à quel point le silence pouvait être satisfaisant. Mes parents avaient officiellement ruiné toutes leurs relations. Brandon a bloqué leur numéro après avoir reçu une lettre pleine de culpabilité de son nouvel avocat, essayant de le convaincre de retirer sa plainte. Angela a poursuivi son procès civil et envoyé toute son histoire à un petit média qui recherchait un article sur les arnaques familiales mineures et l'abus d'héritage. Aucun nom n'a été cité,
mais tous ceux qui connaissaient mes parents ont reconnu leur histoire. Ma sœur a déménagé avec son fiancé, exactement comme elle l'avait dit. Je l'ai aidé à charger le camion de déménagement. Quand nous avons fermé la porte arrière, elle a dit, c'est comme s'ils étaient devenus plus petits. Tu te souviens à quel point ils semblaient grands quand nous étions enfants? Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Nous avons grandi à les voir comme intouchables, mais maintenant ils semblaient faibles, fatigués, amers, exposés. Leur maison a été mise en vente en quelques semaines. Ils ne pouvaient pas payer les factures qui augmentaient. Les paiements des services publics étaient en retard. Leur voiture avait disparu. Ils peinaient à survivre avec ce qui restait. L'argent dont ils faisaient autrefois montre avait disparu, leur place dans l'église avait disparu, le soutien de la communauté et leurs anciens amis avaient disparu. Ils ne souffraient pas de manière injuste, ils se tenaient simplement sur les ruines de la tempête qu'ils avaient créée. Après cela, je pensais rarement à eux. La vie a continué. Steven a fait ses premiers pas. L'entreprise de Nancy a continué à prospérer et j'ai trouvé une nouvelle force que je ne savais pas que j'avais. Je ne ressentais plus de culpabilité à mettre ma propre famille en premier. J'ai cessé de regarder en arrière chaque fois que je refusais quelque chose. Une nuit, peu de temps après que les choses se soient calmées, Nancy et moi avons nettoyé après le dîner. Steven s'était endormi tôt et nous étions juste tous les deux dans la cuisine. J'empilais la vaisselle quand elle a soudain dit « Tu n'es plus le même homme avec qui je me suis marié ». Je me suis retourné, un peu surpris. Elle me regardait et a dit « Maintenant, tu es meilleur, plus fort ». Sa voix était ferme, sans sourire, sans blague. Elle l'a dit comme si elle avait gardé cela en elle pendant un moment. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, tenant une assiette mouillée avec le cœur qui battait la chamade. Je voulais lui dire combien ça signifiait pour moi. Je voulais lui dire combien j'avais travaillé pour être différent et à quel point je craignais encore de ne pas avoir fait assez, mais les mots ne sont pas sortis. Elle est sortie de la cuisine et a éteint la lumière. Je suis resté dans le noir un instant. Cela semblait absurde d'être aussi ému par une seule phrase, mais après avoir passé toute une vie à essayer d'impressionner des personnes qui me voyaient comme un simple outil, comme un guichet automatique humain sans voix, la seule personne dont l'opinion importait réellement me voyait. Et curieusement, je n'allais en parler à personne, ni sur Reddit, à mes amis, ni même à ma sœur. Ce n'était pas de la honte, juste quelque chose d'intime, quelque chose que j'avais gagné à travers le silence, la douleur et le sacrifice, quelque chose que je ne voulais pas diminuer en le partageant comme une histoire. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas besoin de louanges. J'étais fier, non seulement de couper les liens avec mes parents, mais encore d'arrêter de laisser les autres décider ce que signifiait être bon. J'avais une épouse qui me voyait véritablement, un fils qui grandirait en sachant à quoi ressemblait l'intégrité, un fils qui ne se sentirait jamais comme une pensée tardive de qui que ce soit. Et pour la première fois, j'avais la paix, une paix réelle, forte, constante, sans avoir besoin de l'approbation de quiconque. Tout le monde ne réussit pas à échapper aux personnes comme mes parents, mais j'y suis parvenu. Je n'ai pas gagné par vengeance. J'ai gagné en partant sans me retourner. Cela faisait 4 mois que j'étais parti et je n'avais aucun projet de réouverture. Tout était calme. Nous avons avancé. Steven marchait maintenant en parlant sans cesse. Nancy et moi étions plongés dans les choses du quotidien, des routines normales et heureuses. Puis, quelque chose d'étonnant est arrivé la semaine dernière. J'ai reçu une lettre. Elle était écrite à la main, sans nom de l'expéditeur sur l'enveloppe. L'écriture semblait familière, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Je pensais que cela pouvait provenir d'un membre de la famille âgée. Je l'ai ouverte là, juste à côté de la boîte aux lettres. C'était de mon grand-père, le père de mon père, que je n'avais pas vu depuis mon adolescence. Et la révélation. Je pensais qu'il était mort. Ce n'était pas le cas, il s'était simplement éloigné. Le message était bref, direct, sans mots doux. Il a dit que quelqu'un du village lui avait dit que Samuel avait enfin brisé la chaîne. C'est ainsi qu'il l'a exprimé. Puis il a écrit « Je suis parti quand ton père est devenu un homme, car je n'ai pas pu réparer le mal que j'avais causé. Je l'ai vu devenir ce que j'avais été et je ne savais pas comment l'arrêter. Je restais là, dans l'allée, et je relisais cette phrase encore et encore. Il a dit qu'il vivait en silence dans l'Ouest. Il ne s'était jamais remarié. Complètement séparé de la famille. Il n'avait jamais contacté personne car il ne pensait pas avoir le droit, mais avait entendu parler de ce qui s'était passé, des conséquences,
et espérait que je ne disparaîtrais pas comme lui. Il a dit que cela signifiait quelque chose que quelqu'un termine enfin ce cycle. Il a clôturé la lettre avec cela: « Si un jour tu veux parler, j'aimerais connaître l'homme qui a fait ce que je n'ai jamais pu faire. » Je ne savais pas comment réagir. Je ne lui ai toujours pas répondu. Je l'ai dit à Nancy et elle a simplement dit: « Maintenant, c'est ta décision, pas la leur. » Elle faisait référence à mes parents, à tous, même à leurs souvenirs. Je ne sais pas si je vais répondre, peut-être oui, peut-être non. Mais cette lettre m'est restée en tête, pas de manière douloureuse, juste de façon inattendue. Elle a ouvert une porte que je pensais être définitivement fermée. Cela m'a amené à réfléchir à l'étendue des blessures dans ma lignée familiale, à combien de temps ce dommage s'était transmis à travers les générations. Mais ce que je sais, c'est que j'ai maintenant l'opportunité de stopper ce cycle. Steven n'en sait rien. Ce qu'il voit, c'est un père à la maison, une mère souriante et nous trois, dansant comme des fous dans la cuisine le week-end. Jamais il n'aura à écrire une lettre comme celle-ci à son propre enfant. C'est ça qui compte. C'est ce que je garde près de mon cœur. Oui, c'est un chapitre que je n'ai pas vu venir, mais probablement pas le dernier. Les défis ne manqueront pas, mais j'ai appris une leçon précieuse sur la résilience et la force que l'on peut trouver dans la détresse personnelle. Je suis impatient de voir la suite de l'histoire. La vie continue d'avancer, et je suis déterminé à bâtir un avenir sans ses ombres. Steven grandira avec l'amour et le respect comme fondation de sa vie. J'espère lui transmettre des valeurs différentes des miennes, celles d'une famille unie qui se respecte et se soutient. Je ne peux pas prédire ce que l'avenir me réserve, mais avec Nancy à mes côtés et un fils qui grandit sous un ciel dégagé, je sais que les meilleures pages sont encore à écrire.